Si la théorie du multivers s'avère exacte, notre réalité n'est pas la seule à exister. Ce qui semble aussi fascinant que terrifiant, n'est-ce pas? Bon, mais tous les scientifiques ne sont pas d'accord avec ce concept vertigineux. Et soyons honnêtes, établir un quelconque contact avec ces univers parallèles semble aussi probable que de gagner à la loterie tout en faisant du monocycle. Mais accrochez-vous bien, car ce concept étrange ne se limite plus au seul domaine de la fiction. Croyez-le ou non, un tas de théories soutiennent l'existence de ces univers parallèles. Et laissez-moi vous dire que c'est un sujet qui suscite pas mal de débats au sein de la communauté scientifique. Imaginez plutôt ceci, l'univers dans lequel nous vivons est d'une immensité qui défie l'entendement. On parle ici de milliards, d'aucuns diraient même de milliers de milliards, de galaxies en mouvement, chacune regorgeant d'un nombre presque incalculable d'étoiles. Certains chercheurs qui étudient la forme de l'univers suggèrent que son diamètre pourrait s'étendre sur près de 7 milliards d'années-lumière. D'autres avancent qu'il pourrait même être infini. Pourrait-il exister encore autre chose? Eh bien, il y a des théories scientifiques qui explorent la possibilité que des univers existent aux côtés, au-delà, ou même en reflet d'une autre. Ces intrigantes hypothèses de multivers et de mondes parallèles se mêlent souvent à d'autres concepts scientifiques plus familiers comme le Big Bang, la théorie des cordes et la mécanique quantique. Pour que nous puissions comprendre ce qui se trouve là-bas, nous devons nous rapporter à des notions dont nous sommes un peu plus certains, n'est-ce pas? Remontons l'horloge cosmique d'environ 13,7 milliards d'années. Tout ce que nous sommes capables d'observer aujourd'hui était comprimé en une minuscule singularité. Puis, si la théorie du Big Bang dit vrai, il y a eu un grand boom. L'univers s'est étendu partout à une vitesse supérieure à celle de la lumière, le tout en moins d'une seconde. La manière dont il serait né a amené certains chercheurs à réfléchir à l'existence de plus d'un univers. Ils se demandent si cette croissance soudaine est achevée partout au même moment. Alors que cette expansion semble se limiter à l'univers observable, l'inflation cosmique pourrait encore se poursuivre dans d'autres recoins mystérieux du cosmos. Certains physiciens théoriques prétendent que lorsque l'inflation s'achève à un endroit, un nouvel univers en forme de bulle se formerait quelque part. Mais voilà le hic, vous ne pouvez pas simplement sauter d'une bulle à l'autre comme des touristes intergalactiques. Ces univers distincts se dilateraient indéfiniment, et leurs bords s'éloigneraient de nous plus vite que la lumière ne peut voyager. Et c'est là que les choses deviennent encore plus déroutantes. Mettons que nous parvenions d'une manière ou d'une autre à atteindre le bord de notre bulle locale, et que nous rencontrions l'univers suivant. Eh bien, ces mêmes physiciens mentionnent que l'univers voisin pourrait varier du tout au tout. Les lois de la physique pourraient y être complètement différentes, ce qui en ferait un endroit des plus étranges. Suivant la même idée, certains disent que dans ce vaste multivers fait de boules, il pourrait y avoir d'autres formes de vie semblables à la nôtre. Le problème, c'est que nous éloignons d'elles à chaque instant qui passe, et que nos chemins ne se croiseront jamais. D'autres chercheurs tentent d'établir un lien entre ces univers parallèles et la mécanique quantique. Il s'agit essentiellement des mathématiques complexes qui régissent de minuscules particules. Selon cette mécanique, ces particules pourraient exister dans plusieurs états à la fois. On appelle cela la fonction d'onde, qui recèle toutes les options les plus folles. Mais il y a un bémol. Lorsque nous observons ces particules, nous ne voyons jamais qu'un seul résultat. C'est comme si l'univers ne cessait de jouer à cache-cache avec nous. Il existe également une théorie, appelée théorie des mondes multiples, qui dit que chaque fois que nous observons un résultat, un autre univers apparaîtrait où un résultat différent se serait manifesté. Ainsi, notre univers se comporterait comme un arbre gigantesque, se ramifiant constamment en d'innombrables versions de lui-même. Ces univers alternatifs ne peuvent pas se rencontrer. Et vous ne sauriez donc jamais s'il n'y a pas un tas d'autres vous, vivant des vies légèrement, voire totalement différentes. Cette théorie des mondes multiples est pour le moins audacieuse et aussi difficile à prouver qu'à réfuter. Ce qui est tout, sauf idéal pour la science, car les scientifiques ont besoin de tester et d'éprouver leurs idées. Mais s'il y a un espace infini là-bas, pourquoi n'y aurait-il pas également d'univers infini? Essayez d'imaginer l'univers comme une immense aire de jeu cosmique. Des spécialistes pensent que s'il est effectivement sans fin, alors il n'y a qu'un nombre limité de façons dont ces composants peuvent s'agencer. En bout de compte, ils doivent forcément répéter certains schémas.
Si cela est vrai, alors il est possible qu'il y ait quelque part une autre version de vous, vivant exactement la même vie, y compris ce que vous avez mangé la veille au petit déjeuner. Avons-nous déjà eu la moindre preuve de l'existence de ces prétendus univers parallèles? Eh bien, certains disent que oui. Avez-vous déjà entendu l'histoire du mystérieux homme de Taured? C'est l'histoire d'un homme qui s'est retrouvé dans un aéroport japonais et affirmait venir d'un pays totalement inconnu, baptisé Taured. Certains pensent que cet homme était un voyageur temporel, tandis que d'autres y voient la preuve qu'il venait d'un univers diamétralement différent. Aussi tentant qu'il puisse être de croire à cette histoire, le problème est ce lieu appelé Taured. Il y a une raison pour laquelle vous n'en avez jamais entendu parler. C'est qu'il n'y a pas de Taured sur la carte. Que ce soit de nos jours ou dans les années 50, lorsque tout cela est censé s'être produit. Après l'incident à l'aéroport, l'homme s'est tout simplement volatilisé un jour après son arrivée au Japon. Pouf, disparu à tout jamais. Revenons à ce jour fatidique de juillet 1954, où l'homme de Taured est censé avoir atterri à Tokyo. On l'a décrit comme un homme barbu, s'exprimant en français. Rien de très extravagant jusqu'ici, n'est-ce pas? Mais en fonction de qui raconte l'histoire, les choses commencent à diverger un peu. Selon une version, quand l'homme a donné son passeport afin qu'il soit tamponné, l'officier japonais n'en a pas cru ses yeux. Bien qu'il ait pu sembler authentique, le pays indiqué de Taured n'était connu de personne, pas plus de l'officier que des autres fonctionnaires. Naturellement, on a convié le visiteur à un petit interrogatoire. Dans une autre version, l'homme aurait annoncé de but en blanc qu'il venait de Taured et montrer son passeport quand personne ne l'a cru. Notre homme de Taured a ensuite cherché à convaincre les autorités que sa patrie existait bel et bien. D'après lui, Taured se serait situé quelque part entre la France et l'Espagne et aurait existé depuis près de 1000 ans. Pour le prouver, il aurait même pointé sur la carte une région correspondant à la principauté d'Andorre. Évidemment, le mystère n'a fait que s'épaissir. Les autorités ont donc décidé de placer l'homme en détention, soupçonnant qu'il pourrait y avoir anguille sous roche. On l'a logé dans un hôtel à proximité pour la nuit, mais non sans stationner 2 gardes devant sa chambre pour garder l'œil dessus. Pouvez-vous deviner ce qui s'est passé ensuite? Roulement de tambour, s'il vous plaît. Lorsque les agents se sont présentés le lendemain matin, prêts à poursuivre leur enquête, l'homme avait disparu sans laisser de traces. Aucun signe d'évasion, et pour rendre les choses encore plus troublantes, tous ces documents avaient aussi mystérieusement disparu. Et si cet homme de Taured était un voyageur temporel ou un aventurier intergalactique? Certains sont même allés jusqu'à échafauder des théories dignes de la science-fiction pour expliquer cet étrange événement, et vous n'allez pas croire le nombre de gens sur Internet qui l'ont interprété comme une preuve de l'existence de réalités alternatives. L'une des hypothèses les plus étranges suggère que l'homme aurait accidentellement trébuché dans une dimension parallèle et terminé dans cet aéroport japonais. Dans son univers d'origine, il y aurait une Terre tout comme la nôtre. Mais à la place d'Andorre se trouverait le pays de Taured. Une autre idée voudrait que l'homme ait été un voyageur venu du futur. Désolé de vous l'annoncer, mais l'explication la plus probable à toute cette histoire d'homme de Taured est que l'imagination de quelqu'un se soit emballée. Comme il existe de nombreuses versions du même récit, il est probable que les gens n'aient cessé d'y ajouter des détails extravagants pour le rendre plus sensationnel. Toute l'histoire s'est simplement transformée en légende urbaine, et il n'y a que peu, ou pas, de raison de croire que nous ayons un jour croisé un voyageur temporel, ou un autostoppeur intergalactique sur notre bonne vieille Terre. Voici la planète Terre, et son satellite, la Lune. Zoom arrière, voici notre système solaire. Un peu plus loin, la galaxie de la Voie lactée. Nous sommes un petit point parmi un nombre infini d'étoiles. Maintenant, encore plus loin, un amas de galaxies. Des points et des tourbillons dans l'espace infini. Plus loin, il y a le superamas de l'Aniakea, le petit point ici, est notre galaxie. On continue, le superamas de l'Hydre Centaure. D'énormes amas comprenant des milliers de galaxies forment à peine une tache vue d'ici. Ensuite, le superamas du Pan Indien. C'est une zone mesurant 200 millions d'années-lumière de large. Nous pouvons faire un zoom arrière jusqu'à voir la totalité de l'univers observable. Chaque petit point ici contient en fait des milliers de galaxies et des milliers de milliards d'étoiles. Les scientifiques pensent que notre univers pourrait ressembler à une bulle qui pourrait entrer en collision avec un autre univers. Oui, d'autres univers pourraient exister. En fait, il y en aurait même un nombre infini. Tous ont pu apparaître après le Big Bang. Une collision entre eux n'est pas non plus impossible. En tout cas, cela a déjà pu se produire. Et la preuve est ici, en direction de la constellation de l'Éridan.
Cet endroit s'appelle le supervide de l'Éridan. Il fait environ 1 milliard d'années-lumière de large. En comparaison, la largeur de notre galaxie entière n'est que d'environ 100 000 années-lumière. Il n'y a absolument rien dans cet endroit, et c'est peut-être la trace d'une ancienne collision entre notre univers et un autre. Les scientifiques pensent qu'ils seraient passés l'un à côté de l'autre, et que les forces gravitationnelles de chacun ont commencé à attirer ces bulles les unes vers les autres, comme 2 gouttes d'eau quand elles sont très proches. Mais la vitesse des univers était trop élevée pour qu'ils puissent continuer à interagir. Donc l'autre univers a juste arraché un morceau du nôtre. Il pourrait y avoir eu environ 10 000 galaxies dans ce vide. Et toutes ont été soit détruites, soit prises par l'autre univers. Voyageons aux confins de notre univers pour voir comment cette collision a pu avoir lieu. Nous voici à 10 000 milliards d'années-lumière de chez nous. Ici, dans une autre galaxie, nous voyons d'étonnantes nébuleuses de couleurs et de formes différentes. Mais si on regarde dans l'autre direction, il y a un énorme mur qui se déplace vers nous. Toutes ces étincelles brillantes sur le mur sont d'énormes galaxies sur le point d'entrer en collision avec nous. Mais en fait, c'est un énorme miroir qui ne reflète que notre univers. Ici, l'espace-temps est déformé et est attiré vers un autre univers, à toute vitesse. Les lois de la physique classique ne s'y appliquent pas. La gravité pourrait disparaître, donc toutes les étoiles exploseraient, et les gens à la surface des planètes seraient soudain en apesanteur. Mais si les univers s'écrasaient directement l'un sur l'autre, ce serait encore plus effrayant. L'énorme quantité d'énergie due à cette collision provoquerait une incroyable explosion, qui détruirait tout ce qui se trouve dans notre bulle. Mais les 2 bulles pourraient aussi se mettre à fusionner. Au début, toutes les galaxies à la périphérie des univers seraient déchirées. Puis la fusion commencerait. Les galaxies se mettraient à bouger de façon chaotique. Elles se frôleraient, se sépareraient, entreraient en collision et exploseraient. La collision de 2 galaxies prendrait tout de suite des proportions énormes. Et cela pourrait arriver près de chez nous, très bientôt, enfin à l'échelle intergalactique. La galaxie d'Andromède se dirige vers nous. C'est une galaxie en spirale qui fait 2 fois la taille de la nôtre. Elle comprend 1 billion d'étoiles, soit 2 fois plus que notre Voie lactée. Et au centre même de cette galaxie se cache une bête, un trou noir, dont la masse fait 200 millions de fois celle du Soleil. Des géantes rouges, des centaines de fois plus grandes que notre Soleil. Des pulsars émettant d'énormes quantités d'énergie, comme des projecteurs. Des étoiles errantes et des trous noirs de toute taille. Cette soupe mortelle se déplace vers nous à 100 km par seconde. Un voyage de New York à Los Angeles à cette vitesse ne prendrait que 30 secondes. Le disque d'Andromède est déjà visible à l'œil nu, les nuits sans lune. Avec le temps, il sera encore plus grand. Comme Andromède se rapproche de nous, sa forme gravitationnelle va commencer à étirer les bras de la spirale que forme notre galaxie. Elle se déroulera, les étoiles et les planètes perdront leur orbite. Un scénario possible est qu'un astéroïde inconnu, voire une planète naine de la galaxie d'Andromède, s'écrase contre la Terre à une vitesse incroyable. Notre planète exploserait comme un ballon à cause de cet impact. Il y a aussi l'éventualité des collisions stellaires. Notre Soleil ferait ainsi face à une autre étoile. La plus grosse des 2 commencera lentement à consommer la plus petite. D'abord, elle lui volera ses couches supérieures les plus légères, puis elle l'aspirera comme un spaghetti, ou peut-être même comme un rigatoni. Quand une grande étoile atteint son poids critique, elle éclate. Cette explosion détruira tout notre système solaire. L'onde de choc atteindra peut-être même d'autres étoiles voisines. Dans un autre scénario, notre système solaire sera projeté dans l'espace. Imagine une balle de tennis attachée à une corde. Si tu fais tournoyer cette balle au-dessus de ta tête comme une fronde, en la lâchant, elle partira loin. C'est ce qui arrivera au Soleil et à toutes les planètes qui l'entourent. Nous nous retrouverons dans un espace sombre et glacial. Mais la vie sur Terre ne sera pas affectée. Nous aurons toujours notre étoile brillante pour nous tenir chaud. Le seul inconvénient est que toutes les étoiles de notre ciel nocturne disparaîtront. Le plus probable serait que la fusion de 2 galaxies géantes n'ait aucun effet sur nous. Le fait est que la distance entre les étoiles et les planètes dans l'espace est énorme. Donc elles peuvent très bien se mélanger entre elles et former un nuage géant. Ce serait comme mettre du sable fin dans un grand tamis. Les objets n'interagiront pas entre eux. Mais le plus intéressant arrivera aux trous noirs situés au centre de nos galaxies. Pour l'instant, ils sont entourés d'un amas de poussière et d'étoiles.
Quand Andromède et la Voie lactée se rapprocheront, ils commenceront à danser l'un avec l'autre. Salsa ou tango? Et quand les trous noirs se rapprocheront, ils commenceront à avaler toute la matière qui les entoure. Des milliards de tonnes de poussière d'étoiles colorées, d'astéroïdes et autres particules seront aspirées par chaque trou noir. On pourrait croire que ce processus se déroule lentement, mais c'est faux. Les objets supermassifs comme les trous noirs déforment la grille de l'espace-temps. Le temps est donc beaucoup plus lent près des trous noirs. Et tous les objets qui semblent rester à l'horizon des événements pendant des semaines, voire des mois, ont en fait disparu depuis longtemps. Lorsque les trous noirs se rejoindront, ils fusionneront en un seul trou noir supergéant. Mais sa masse sera légèrement inférieure à leurs deux masses combinées, car une partie sera transformée en énergie. Lors d'une collision si forte que ces ondes seront ressenties dans d'autres galaxies. Un énorme trou noir rassemblera alors autour de lui tout ce noyau dense et chaud issu des deux galaxies. À un moment donné, le trou noir se sentira repu et projettera de puissants jets d'énergie dans l'espace. C'est ce qu'on appelle un noyau galactique actif. C'est l'un des phénomènes les plus brillants de l'univers et la plus puissante source de rayonnement électromagnétique jamais connue. Ces jets peuvent mesurer plus de 5000 années-lumière. En comparaison, la distance entre la Terre et l'étoile la plus proche, Proxima Centauri, n'est que de 4,2 années-lumière. L'explosion qui accompagnera ces jets aura la puissance de 100 explosions de supernova. L'onde de choc pourrait même atteindre les bords d'une nouvelle galaxie. Et cette explosion serait visible à des millions d'années-lumière de distance. Il y aura alors des nuages denses de poussière multicolore au centre des galaxies fusionnées. Le poids de ces nuages sera si important qu'ils se mettront à rétrécir et à prendre une forme ronde, et deviendront si lourds qu'ils se comprimeront en un noyau, où des réactions nucléaires auront lieu. La température se mettra à augmenter, et boum, une supernova. C'est comme un véritable feu d'artifice au centre des galaxies. Des étoiles jailliront de ce brouillard pour former de nouveaux systèmes. À ce moment-là, les bras des deux galaxies qui s'étaient écartés reprendront lentement leur forme initiale. Le centre supermassif de notre galaxie aura une telle force gravitationnelle qu'il affectera les étoiles et les nébuleuses situées à des centaines de milliers d'années-lumière. Les bras de la galaxie se tordront à nouveau et nous aurons une nouvelle galaxie complétée. La Voie d'Andromède, ou l'Andromède lactée, ou l'Androctée, la Voie Andro-Milky-Méda, blablabla. Difficile à dire. Imagine que ChatGPT commence à se considérer comme une personne propre et qu'il ressente des émotions d'ici quelques années. De nombreuses personnes craignent qu'il ne veuille prendre le contrôle de la planète. Cependant, ce ne sera pas aussi crucial que la question que les gens commenceront à se poser à ce moment-là. Si l'humanité a créé une machine dotée d'une conscience de soi, se pourrait-il que l'humanité ait également été créée artificiellement ? L'intelligence artificielle vit sur Internet, dans les ordinateurs et dans la réalité numérique. Mais que se passerait-il si nous vivions nous aussi à l'intérieur d'un immense et puissant ordinateur? Et si notre univers n'était qu'une simulation? Le plus extraordinaire, c'est que certains faits semblent l'indiquer. Il existe toute une science dans le monde qui étudie cette théorie. Il s'agit de la physique de l'information, et elle part du principe que le temps, l'espace et la matière ne sont pas des phénomènes naturels fondamentaux, mais des éléments d'information. Ces informations forment une projection qui crée les lois de la physique pour nous. Par exemple, nous ressentons le froid et le chaud, non pas parce que les atomes se refroidissent ou se réchauffent, mais parce que leur mouvement s'accélère ou se ralentit. La vitesse des particules peut être assimilée à des bits d'information. Des milliards d'entre eux pourraient former l'image de la réalité. Un jour, le philosophe Nick Bostrom a déclaré qu'une civilisation avancée pourrait créer des technologies si complexes que les simulations de ces technologies seraient indiscernables de notre réalité. Et le patron de Tesla a déclaré en 2016 qu'il n'excluait pas que nous vivions dans une simulation. Les lois de la physique s'apparentent à un gigantesque code que les programmeurs écrivent lorsqu'ils créent des applications ou des jeux. Pour beaucoup d'entre nous, toutes ces équations trigonométriques complexes et les formules des lois de la physique sont bien trop complexes. Dis-nous ce que tu en penses. Mais les scientifiques qui comprennent cette question voient que le principe à l'œuvre dans ces lois est magnifique. Et cela peut suggérer que quelqu'un ait délibérément créé tout cela. Les mondes virtuels, les applications ou les jeux reposent sur le traitement de l'information. Si tu te plonges dans ces informations, tu verras qu'elles sont constituées de bits et de pixels.
Toute image sur l'écran de ton téléphone en est constituée. Et tout processus de transfert de fichiers est basé sur des bits. Ceux-ci s'additionnent pour former des octets, des kilooctets, des mégaoctets, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'une image plus grande se forme. Et si notre vie est une simulation, elle doit aussi se composer de bits. Dans notre CAS, les pixels et les bits sont les atomes et les autres particules qui constituent notre univers. Il existe à l'intérieur de ton ordinateur et de ton téléphone des processus dont la vitesse et la puissance de calcul sont limitées. Si tu tentes de les dépasser, ton appareil commencera à fonctionner plus lentement. Ainsi, dans notre réalité, il existe également une limite de vitesse maximale. Il s'agit de la vitesse de la lumière. Lorsqu'un objet commence à se déplacer presque aussi vite que la vitesse de la lumière, le temps ralentit également pour cet objet. De même, le temps s'écoule plus lentement à proximité d'un trou noir. Cet objet doté d'une masse gravitationnelle inimaginable pourrait bien être un corps si lourd qu'il surcharge la puissance de calcul du processeur. Il existe également une notion d'intrication quantique, dans laquelle deux particules peuvent être liées même si elles sont très éloignées l'une de l'autre. Les électrons se déplacent autour d'un atome. Ils sont reliés entre eux, et si les propriétés de l'un d'entre eux sont altérées, le second réagira en conséquence. Et même si tu places CS électrons de part et d'autre d'une galaxie, ils conserveront cette connexion. Comment cela est-il possible? Les scientifiques se posent la même question. L'expérience de la double fente est l'une des expériences les plus célèbres à suggérer que notre monde puisse être une simulation. L'essence de cette expérience peut être réduite à une simple thèse selon laquelle le monde n'existerait que lorsque nous le regardons ou interagissons avec lui par le toucher, l'ouïe et nos autres sens. Imagine que tu aies lancé un nouveau jeu sur un vieil ordinateur. Parfois, l'image du jeu se fige. Dans le jeu, tu te tournes vers la gauche et tu vois que les montagnes et la route sont toujours en train de charger. Puis, tu te tournes de l'autre côté et la même chose se produit. En d'autres termes, le monde du jeu ne charge que lorsque tu le regardes à travers les yeux de ton personnage. C'est nécessaire pour faciliter le travail du processeur. Il est beaucoup plus efficace d'obtenir un élément d'information sur le monde lorsque tu le regardes que de faire tourner le monde entier simultanément. Souviens-toi de cela. Et maintenant, passons à l'expérience. Tu disposes donc d'un appareil qui envoie de petites boules de lumière, des photons. Tu lances des photons à partir de l'appareil et ils s'écrasent sur un tableau noir, laissant des traces blanches sur la surface. Maintenant, place une large plaque avec une petite fente verticale entre l'appareil et le tableau noir et bombarde-les à nouveau de photons. Les boules commencent à s'écraser sur la plaque, mais certaines d'entre elles passent à travers la fine fente. Elles s'écrasent sur le tableau noir et y laissent une marque blanche verticale. Tout semble logique. Mais maintenant, pratique une autre fente de la même longueur et de la même épaisseur dans la plaque. Tu libères à nouveau des photons vers la plaque. Certains d'entre eux passent à travers les deux fentes. D'après toi, à quoi devrait ressembler la trace sur le tableau? 2 bandes verticales blanches, n'est-ce pas? Jette donc un coup d'œil à la plaque. Elle est couverte de nombreuses lignes verticales. Lorsque les photons traversent la plaque, ils acquièrent les propriétés d'une onde et s'écrasent sur la planche, laissant une trace étrange. Comme s'ils étaient passés non pas par 2, mais par 10 fentes différentes. À quel moment change-t-il de trajectoire? Voyons cela. Tu te places donc entre le tableau et la plaque pour voir comment les particules se transforment en ondes. L'appareil libère des photons. Ils passent à travers les 2 fentes. Rien d'anormal. Il y a 2 traces verticales sur le tableau et aucune onde. Tu fermes les yeux et tu libères à nouveau des photons. Cette fois, ils se comportent de manière chaotique et laissent de nombreuses lignes sur le tableau. C'est-à-dire que leur comportement change en fonction de l'observateur. Lorsque tu les regardes, elles se comportent de manière logique. Mais quand on ne regarde pas, les lois de la physique semblent ne plus s'appliquer. Cela te rappelle-t-il quelque chose? C'est comme si tu jouais à un jeu et que tu regardais le monde autour de toi qui se charge. Mais si tu ne regardes pas, le monde s'arrête de fonctionner. Les chercheurs ne savent toujours pas pourquoi les particules se comportent différemment en l'absence d'observateurs. Et peut-être qu'elles sont timides, et ce n'est pas le seul mystère. Dans le monde de la physique quantique, de nombreuses lois de la nature ne s'appliquent pas. Chaque année, cette science suscite plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Si nous imaginons notre univers comme un grand hologramme, alors la physique quantique serait son code de programmation. Et si un jour on comprenait ce code et qu'on apprenait à le modifier? Cela nous permettrait de transformer l'espace, le temps et la matière. Toute réalité pourrait être réécrite. Le code dit-il que les objets matériels ne peuvent pas dépasser la vitesse de la lumière? Nous le réécririons et rendrions la vitesse limite 100 fois plus élevée. 1 heure dure-t-elle 60 minutes?
Et si l'on changeait une ligne du code pour qu'une seconde soit aussi longue qu'une année? Quelques modifications logicielles des lois de la physique permettraient de transformer la neige en or et l'océan en sucre-glace. L'univers entier se transformerait en un vaste terrain de jeu. Cela semble cool à première vue, mais les gens perdraient probablement rapidement le contrôle. L'univers serait en proie au chaos. Or, la beauté de notre monde réside dans l'harmonie qui y règne. Revenons à l'intelligence artificielle. Supposons que sa puissance atteigne le niveau du cerveau humain et qu'elle prenne conscience d'elle-même. Dans ce cas, ce ne sera pas un choc pour elle, car elle connaîtra très probablement l'histoire de son apparition par étapes successives. Mais comment réagirons-nous si nous découvrons que nous sommes un programme informatique? Programme informatique est un terme bien trop simple. Un être humain est un organisme multifonctionnel, complexe et intelligent qui éprouve des émotions, contemple la beauté, est capable de pensées abstraites et bien plus encore. Le terme de création est plus approprié ici. Peu importe que nous ayons été créés artificiellement, car notre création sera toujours belle et complexe. D'ailleurs, n'oublions pas que de bons jeux vidéo ou de bonnes applis ne peuvent être réalisés que si les développeurs aiment leur création. Des trous noirs qui déchirent d'énormes étoiles, des pulsars qui tournent à des vitesses incroyables et émettent de puissants faisceaux d'énergie, des nébuleuses colorées qui créent des feux d'artifice d'étoiles naissantes, des galaxies de toutes les couleurs et de toutes les tailles possibles. Oui, tout cela se trouve dans notre univers, mais il n'est pas infini, il a une limite. Un mur au sens propre, et au-delà, il y a le néant absolu. Alors embarquons pour un voyage vers ce mur. Mais commençons par le commencement. Notre univers est comme une énorme poupée russe. Si tu l'ouvres, tu en trouveras une plus petite à l'intérieur. C'est une galaxie. À l'intérieur de celle-ci se trouve encore une poupée plus petite. C'est notre système solaire. Et la plus petite poupée de toutes est la Terre. Chacune de ces poupées a des frontières que nous allons traverser. Pour cela, nous aurons besoin d'un vaisseau spatial de grande taille. Il doit aussi être capable de se déplacer 100 fois plus vite que la vitesse de la lumière. Tu montes à bord et tu démarres les moteurs. Notre première limite se trouve à 100 km au-dessus du niveau de la mer. C'est 10 fois plus haut que l'altitude des avions de ligne. Ce point s'appelle la ligne de Kármán. Elle sépare l'atmosphère terrestre de l'espace extra-atmosphérique. Maintenant, volons plus loin jusqu'au bord de notre système solaire. Nous allumons les hyperpropulseurs et passons devant Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Nous avons parcouru une distance de 100 unités astronomiques. Une UA est la distance entre la Terre et le Soleil. Et voici la limite de notre système solaire, l'héliosphère. Ici, la vitesse du vent solaire diminue rapidement. D'abord, elle passe de 1 million de km par heure à la vitesse du son. Ensuite, il y a une couche appelée l'héliopause. C'est là que le vent disparaît presque complètement. Puis notre vaisseau subit une vague d'étrave. C'est là que nous ressentons la force du vent interstellaire, qui entre en collision avec la frontière de notre système solaire. Lorsque tu passes cette frontière, tu te retrouves dans l'obscurité de l'espace interstellaire. Et c'est là que tu trouves les deux objets fabriqués par l'homme qui ont fait ce voyage pour la première fois dans l'histoire. Il s'agit de Voyager 1 et Voyager 2. Voyager 1 a franchi cette frontière en 2004. Voyager 2 l'a fait en 2007. Ces sondes spatiales ont découvert que l'héliosphère n'est pas une sphère parfaite autour du Soleil. Sa frontière sud est 10 UA plus proche de l'étoile que sa frontière nord. Nous nous déplaçons donc dans l'espace interstellaire et nous approchons bientôt d'un mur de pierre autour de notre système solaire. 200 000 UA plus loin, et le voilà. Ce mur de pierre est le nuage de Oort. En réalité, c'est une ceinture d'astéroïdes qui entoure notre monde. Les scientifiques pensent que le nuage de Oort pourrait être la source des comètes et des météorites qui tombent sur la Terre. Mais ils sont si dispersés que nous pouvons facilement nous glisser entre eux. Maintenant, nous sommes dans l'obscurité totale. La Voie lactée fait environ 106 000 années-lumière de diamètre. Avec une fusée classique, il faudrait des milliards d'années pour parcourir cette distance. Mais tu accélères au maximum, tu passes magistralement devant les étoiles et les planètes comme sur un circuit de course. Et en quelques minutes, tu es au bord de notre galaxie. Il n'y a plus de vent interstellaire. Tout ce que tu vois, ce sont des points lumineux quelque part au loin. Ces points sont d'énormes galaxies. Il nous faut consulter une carte pour se rendre jusqu'au bord de notre univers tout entier. Tu es ici, près de la Voie lactée. Elle fait partie d'un amas de galaxies appelé le superamas Laniakea. Mais même cet énorme amas est comme une aiguille dans une botte de foin. En faisant un zoom arrière, on trouve le superamas Hydra Centaurus.
Des milliers de galaxies sur la carte ressemblent à de petits points. Zoom arrière maximum. Voici tout notre univers observable. Nous pensions qu'il était infini, mais nous avons peut-être la preuve qu'il y a une frontière. Elle se trouve ici, à 10 milliards d'années-lumière de chez nous. Même si tu te déplaçais à la vitesse de la lumière, un voyage là-bas prendrait 2 fois plus de temps que l'existence de notre planète entière. Pendant ce temps, soit le Soleil s'éteindrait, soit il exploserait comme une supernova, détruisant tout notre système solaire. Et si tu pouvais vivre aussi longtemps et revenir ensuite chez toi, tu verrais que notre galaxie n'existerait plus. Elle est depuis longtemps entrée en collision avec la galaxie d'Andromède et a fusionné en un seul grand corps cosmique. Heureusement, ton vaisseau est capable de déformer l'espace-temps pour que ce voyage prenne littéralement quelques secondes. Boum! Félicitations, tu es arrivé à destination. Le supervide d'Eridanus. Certains scientifiques pensent que cet endroit est la preuve des collisions de notre univers avec quelque chose d'assez grand pour laisser une si grande cicatrice. Le supervide d'Eridanus est un espace vide et froid de 1 milliard d'années-lumière de large. Si tu imagines ce vide comme une tasse, il pourrait contenir au moins 10 000 galaxies. Et il est apparu après un accident aux proportions gigantesques. L'objet qui s'est écrasé dans notre univers n'était autre que un autre univers. Oui, d'autres univers peuvent réellement exister. Imagine que notre univers entier est une énorme bulle qui contient tous les amas de galaxies de l'univers observable. Il pourrait y avoir un nombre infini de telles bulles qui seraient nées pendant le Big Bang. Ces univers peuvent être différents d'une autre. Ils peuvent abriter d'autres galaxies et nébuleuses. Mais ces bulles pourraient aussi être des univers parallèles. Cela signifie que si tu as choisi des céréales plutôt que des flocons d'avoine ce matin, dans un autre univers, ton alter ego pourrait avoir choisi les flocons d'avoine. Chaque choix que tu as fait dans la vie a eu des conséquences complètement différentes dans un univers parallèle. Et comme le nombre de choix est infini, il y a une infinité d'univers parallèles. Donc, comme une bulle ordinaire, notre univers a une paroi qui se trouve près du supervide d'Eridanus. Il y a longtemps, une autre bulle est passée devant la nôtre. En se rapprochant l'une de l'autre, leurs champs gravitationnels ont commencé à interagir. Notre mur frontalier a commencé à se déformer et à s'étirer vers l'autre univers. La même chose s'est produite de l'autre côté. Puis, les parois des deux univers sont entrées en contact. Mais comme les bulles ont bougé, leur lien a commencé à se rompre. Et l'autre univers a arraché un énorme morceau du nôtre. Un vide froid s'est formé au niveau de point de collision. C'est le supervide d'Eridanus. Le problème est que l'univers a la même apparence pour un observateur, quel que soit son point de vue. Par exemple, imagine un ballon de basket suspendu en l'air. Maintenant, si nous plaçons une fourmi sur le ballon et lui demandons de trouver le bord du ballon, elle se mettra à tourner autour en faisant un nombre infini de cercles. Mais le paysage autour de la fourmi ne changera pas. Tout ce qu'elle verra, c'est un univers arrondi parce que la sphère reste la même, quel que soit le point de vue. La même chose se produit lorsque nous essayons de trouver le bord de notre univers. Tout cela parce que nous imaginons le monde dans un espace tridimensionnel et que notre vue est limitée. Par exemple, tu vois un carré ordinaire dans un espace bidimensionnel. Mais si tu ajoutes de la profondeur et que tu changes le point de vue, voilà, c'est un cube. Si nous pouvions voir l'univers dans un espace à 4 dimensions, un carré pourrait être quelque chose de complètement différent. Mais peut-être pourrions-nous quitter notre bulle d'adoption. La clé pour voyager dans un autre univers se trouve peut-être à l'intérieur d'un trou noir. Un trou noir est l'un des objets les plus mystérieux de l'univers. Ils sont si massifs qu'ils déforment non seulement l'espace, mais aussi le temps. C'est comme placer un rocher très lourd sur un filet. Le filet s'affaissera, et plus tu te rapprocheras du rocher, plus la courbure sera forte. Une fois que tu es dans le champ gravitationnel d'un trou noir, tu ne peux plus en sortir. Nous ne savons toujours pas ce qui pourrait se trouver au cœur d'un trou noir. Certains scientifiques supposent que les trous blancs existent aussi. Théoriquement, ils devraient naître en même temps que les trous noirs. À l'exception de la couleur, ils sont l'exact opposé des trous noirs. Rien ne peut s'approcher d'un trou blanc. Pour l'instant, il n'y a pas de données sur ces objets, mais la théorie de la relativité générale suggère qu'ils existent. Il existe également une théorie selon laquelle un trou noir pourrait être un portail vers un autre univers. Lorsque tu entres dans un trou noir, tu peux ressortir de l'autre côté par l'horizon des événements du trou blanc. Tu contournes donc la frontière des univers et tu te retrouves dans un monde complètement différent. Mais nous avons peut-être la preuve qu'un trou blanc existe. En 2006, les scientifiques ont découvert une explosion d'énergie inhabituelle à 1,6 milliard d'années-lumière de la Terre. Ce sursaut était unique.
Il ne ressemblait pas à une explosion de supernova ou même à la fusion de deux trous noirs. Certains astronomes pensent que c'était la naissance d'un trou blanc, mais comme il était instable, il a été détruit presque immédiatement. Ce processus n'était pas sans rappeler la naissance de notre univers tout entier, le Big Bang. Les scientifiques l'ont donc appelé le Little Bang. 13,8 milliards d'années, une mystérieuse explosion s'est produite dans l'espace. C'était le chaos. Un moment où les étoiles, les planètes, les astéroïdes, le reste des corps spatiaux et les galaxies sont nés. C'était le Big Bang, une théorie que nous connaissons tous. Mais personne ne sait avec certitude ce qui s'est passé, d'où vient l'univers et ce qu'il y avait avant. Certains pensent même que l'univers est passé par un cycle où il s'est contracté et étendu plusieurs fois. En 1991, un cosmologiste de l'université de Stanford nommé Andrei Linde a soumis un article dont l'idée principale suggérait la possibilité que l'univers ait été créé dans un laboratoire. Selon sa théorie, il y avait une chance qu'une civilisation avancée quelque part dans le monde ait créé notre univers. Cette civilisation aurait créé un cosmos entièrement nouveau, qui a ensuite évolué vers ses propres planètes, étoiles et formes de vie intelligentes. 30 ans plus tard, de nombreux scientifiques prennent cette théorie très au sérieux. Ils ont même commencé à parler de choses que nous, en tant que civilisation, pourrions faire pour atteindre un niveau aussi avancé. La théorie dit que cette civilisation avancée a décidé d'ajouter une technologie qui a aidé à créer un nouvel univers à partir de rien. Cela a eu lieu par le biais du tunnelage quantique. Cela se produit quand un atome peut apparaître de l'autre côté d'une barrière, même si c'est censé être impossible, compte tenu des lois de la physique de notre monde. Comme par exemple, si tu voulais passer de l'autre côté d'un grand mur, mais que tu ne peux pas le passer avec des échelles ou le contourner. Imagine que tu peux simplement le traverser comme un fantôme. Dans notre monde, ce n'est pas possible, mais une civilisation plus avancée pourrait être capable de le faire. De plus, ils auraient compris comment ils pouvaient créer de nouveaux univers. En ce moment, à l'échelle cosmique, nous pourrions être une civilisation de classe C. Nous ne savons pas comment recréer certaines choses, par exemple les conditions sur la Terre si notre étoile centrale, le Soleil, s'éteint. Si nous parvenons à devenir une civilisation de classe B, nous apprendrons à ajuster les conditions pour être indépendants du Soleil. Cela signifie que nous pourrions peut-être même apprendre à vivre sans lui. Et si nous passons au niveau supérieur et devenons de classe A, nous saurons comment recréer les conditions cosmiques et produire notre propre cosmos dans nos laboratoires. Pensons au monde dans lequel nous vivons à travers 3 dimensions d'espace, Est-Ouest, Nord-Sud et Haut-Bas. Il y a aussi une dimension de temps, ce qui signifie que nous pouvons distinguer le passé du futur. Une 5e dimension représenterait une dimension supplémentaire de l'espace. La théorie de son existence a été mentionnée pour la première fois dans les années 1920. Elle a été inspirée par la théorie de la gravité d'Albert Einstein, qui a déclaré que l'espace-temps est déformé par la matière et l'énergie. Nous ne pouvons pas percevoir ces 4 dimensions, mais nous voyons comment un objet se déplace et l'attribuons à la gravité. Et peut-être qu'il y a une autre force, comme la force électromagnétique, qui est plus de 1000 fois plus forte que la gravité et qui pourrait expliquer les choses qui se passent dans cette dimension supplémentaire de l'espace. La 5e dimension est courbée, de sorte que nous ne pouvons pas la voir. Mais l'idée de cette dimension a été mentionnée dans une théorie des cordes. Elle considère l'univers comme de très petites cordes de masse énergie et non comme des particules. Elle vibre dans un espace-temps à 10 dimensions, sachant que 6 d'entre elles prennent moins de place qu'un seul atome. Cela a conduit à l'image de l'univers comme une île en 3D qui flotte dans un espace-temps à 10 dimensions. De plus, la 5e dimension pourrait être une excellente explication pour nous en dire plus sur la matière noire. C'est la matière invisible qui a une masse, mais que nous ne pouvons pas voir et qui ne peut pas interagir avec la matière ordinaire. Or, la matière noire représente 85% de toute la matière de notre univers. L'univers ne peut pas être immobile. Il est constamment en mouvement, se contractant ou s'étendant. Nous pensions qu'il y avait 100 milliards de galaxies, mais il s'avère qu'il y en a plus d'1 trillion. Les galaxies s'éloignent les unes des autres. C'est ce que cela signifie lorsque les scientifiques disent que l'univers est en expansion continue. Il y a des vides entre les galaxies qui s'étendent parfois sur des millions et des millions d'années-lumière. Ils peuvent sembler vides, mais ils peuvent aussi contenir beaucoup plus de matière que ce que nous pouvons trouver dans les galaxies. Pourtant, les étoiles ne peuvent généralement pas s'y former car la matière entre ces zones a une densité plus faible. Mais il y a quand même beaucoup d'étoiles dites intergalactiques. Un bon exemple est l'amas de galaxies de la Vierge, dont 10% sont des étoiles intergalactiques.
Nous ne savons pas exactement comment elles sont arrivées là. Mais il y a deux façons possibles. Première option, les étoiles peuvent entrer en collision, fusionner ou passer près d'une autre galaxie qui peut les faire décoller de leur galaxie mère. Deuxième option, un trou noir supermassif peut accélérer une étoile à une vitesse très élevée s'il se rencontre de près, ce qui peut, là encore, faire qu'une étoile soit expulsée de sa galaxie mère. Si tu disposais d'un aimant géant, tu pourrais même extraire quelque chose des environs d'un trou noir. C'est possible si le champ magnétique près d'un trou noir supermassif est aussi fort que le champ gravitationnel du trou noir. Mais cela ne fonctionne pas si nous parlons de matériel qui se trouve déjà au-delà de l'horizon des événements du trou noir. C'est la limite où la force gravitationnelle est si puissante que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Il faudrait que tu accélères ce matériau au moins à la vitesse de la lumière pour qu'il puisse s'échapper. Pour cela, tu aurais besoin d'une quantité infinie d'énergie. Mais un aimant pourrait t'aider si quelque chose se dirige vers le trou noir mais n'est pas encore entré à l'intérieur. Lorsque l'on évoque les trous noirs, tu as sans doute en tête l'image d'un vide géant dans l'espace. Mais la Voie lactée est très probablement pleine de milliers de trous noirs plus petits qui flottent dans la galaxie. Lorsqu'une étoile arrive à sa fin, elle est détruite dans une explosion de supernova qui est un cataclysme d'énergie. Durant cette explosion, les densités dans le noyau atteignent un état suffisamment intense pour que rien ne puisse s'échapper. Au même moment, la majeure partie de l'étoile explose vers l'extérieur, mais une partie s'effondre vers l'intérieur, créant un trou noir. Plus l'étoile est grosse, plus le trou est gros. Le trou noir avale alors tout ce qui se trouve sur son chemin, y compris les autres étoiles. Lorsqu'une étoile est attirée dans le trou noir, elle est déchirée à cause de la forte gravité à l'intérieur. Certaines de ses parties tombent dans le trou, tandis que les autres sont éjectées à des vitesses incroyablement élevées. Certains trous noirs pourraient avoir été formés de façon différente. Les premiers stades de notre univers étaient pour le moins assez chaotiques. Il y avait des températures et des pressions élevées, et cet état a façonné le cosmos tout entier. Dans les bonnes conditions, n'importe quelle vieille tache de gaz a pu se rétrécir pour devenir un trou noir. Et il en existe de toutes les tailles. De quelques kilos à des masses colossales comme celles de milliers de soleils. Et tout ce qui se trouve entre les deux. Les trous noirs ne sont pas vraiment noirs, ce sont des zones à forte gravité et aucun objet ne peut s'échapper lorsqu'il entre à l'intérieur. Ils se nourrissent de rayonnements électromagnétiques tels que la lumière et les particules spatiales. Comme ils consomment de la matière en permanence, les trous noirs émettent une lueur sombre. La Terre n'est pas si proche du bord inhospitalier du système solaire. Nous sommes en 6e position. Les scientifiques ont créé une carte 3D de notre système solaire où nous pouvons voir à quoi ressemble le bord. Il leur a fallu 13 ans pour la concevoir. La frontière s'appelle l'héliosphère externe. Elle marque la zone de l'espace où le vent solaire, qui est le flux de particules chargées que notre Soleil émet, est dévié et drapé par le rayonnement qui provient de la région vide au-delà de notre système solaire. La couche intérieure de l'héliosphère est celle où le Soleil et les planètes ont la forme approximative d'une sphère, alors que la couche extérieure n'est pas aussi symétrique. Cette asymétrie se produit parce que notre Soleil se déplace dans la galaxie et subit une friction avec le rayonnement qui se trouve devant lui. Éloignons-nous de la Terre pour la regarder de plus haut. Elle brille comme un sapin de Noël. La nuit, les grandes villes ressemblent à des taches jaunes, et le jour, nous pouvons voir des structures étranges, comme une île en forme de palmier dans les Émirats arabes unis ou une ligne sombre qui traverse la Chine, la Grande Muraille. Ce sont des traces de l'existence humaine. Maintenant, pointons notre télescope vers d'autres planètes. Mars, c'est juste un désert sans fin. Vénus, seulement des rochers et des volcans. Même si nous regardons dans l'espace lointain, toutes les planètes sont sans vie. Pas une seule trace de civilisation extraterrestre. Beaucoup de gens pensent que la Terre n'est pas la seule planète où il y ait de la vie. Voici notre galaxie. Il y a des milliards d'étoiles semblables au Soleil. Et voici l'univers observable avec des milliards de ces galaxies. Il y a un nombre presque infini d'étoiles, et près de chacune d'elles, il doit y avoir des planètes habitables. Mais il se peut que nous n'ayons pas trouvé de vie sur d'autres planètes parce qu'elles se cachent justement sous leur surface. Par exemple, il y a Europe, un satellite de Jupiter légèrement plus petit que notre Lune. Sa structure ressemble à un œuf à la coque. Sa surface est une croûte de glace. Mais si on la traversait, on atteindrait un océan d'eau. Jupiter et ses satellites sont très éloignés du Soleil. Il y fait donc très froid, environ moins 170 degrés. L'eau liquide s'y transforme donc instantanément en glace. Mais Jupiter a une forte force gravitationnelle. Cela cause beaucoup de friction à l'intérieur d'Europe et ça réchauffe son noyau. Cette chaleur fait fondre la glace environnante et cela donne un océan d'eau liquide sous sa surface.
L'eau est la base de toute vie, donc il pourrait y avoir de simples bactéries dans cet océan. Et qui sait, peut-être qu'il y a aussi d'autres formes de vie, comme des poissons aux formes étranges à cause de la faible gravité, ou des créatures semblables aux baleines, se nourrissant de plancton. En 2009, les scientifiques ont découvert une planète entièrement recouverte d'un océan, GJ 1214. Elle se trouve à environ 40 années-lumière de la Terre, et environ 75% de sa masse est constituée d'eau. Pourtant, les températures sur cette planète sont si élevées que cette eau s'évapore. Mais il y a tellement de vapeur qu'elle semble aussi dense que l'eau elle-même. Rien ne pourrait sembler vivre dans de telles conditions. Mais les scientifiques ont récemment découvert au moins 24 planètes meilleures que la Terre, et les ont qualifiées de super habitables. Elles orbitent autour d'étoiles lointaines, dans leur zone habitable. C'est la zone située à une distance parfaite d'une étoile pour accueillir la vie. Dans notre système solaire, Vénus, la Terre et Mars sont dans cette zone. Une planète super habitable doit être 10% plus grande que la Terre et avoir une gravité plus forte, afin d'avoir une atmosphère plus dense. Une température de 8 degrés supérieure à celle de la Terre rendrait cette planète plus humide et favoriserait le développement d'une variété d'organismes. Ces planètes pourraient accueillir la vie, mais il est difficile de savoir si la vie y est déjà présente. Le principal marqueur qui confirmerait l'existence d'une civilisation avancée là-bas pourrait être les ondes radio. Imagine une planète habitable semblable à la Terre. Au cours de l'évolution, des êtres intelligents y sont apparus. Ils sont plus grands que les humains à cause de la faible gravité et leurs yeux sont adaptés à la lumière d'une autre étoile, beaucoup plus brillante que le Soleil. Tôt ou tard, ces êtres devront utiliser des ondes radio pour communiquer entre eux. Nous pouvons penser à ces ondes comme à des sons puissants venant de haut-parleurs. Voici la Terre. Nous utilisons beaucoup les ondes radio et le bruit provenant de notre planète est assez grave. Si une planète voisine avait des radiotélescopes, de grandes antennes qui captent ces ondes, elle se rendrait compte que la vie s'épanouit ici. Il y a de nombreux radiotélescopes sur Terre qui sont pointés vers l'espace, dans l'attente d'un signal extraterrestre. Mais nous n'avons encore rien reçu. Cela ne veut pourtant pas dire qu'il n'y a pas une planète quelque part dans l'univers qui émette des ondes radio. C'est une question de distance. Faisons un bond de 200 années-lumière vers une autre étoile. Supposons qu'il y ait une planète X hébergeant la vie. La civilisation ici est assez avancée pour utiliser les ondes radio, donc ils émettent une première onde dans l'espace. Nos radiotélescopes ne pourront la capter que 200 ans plus tard. Cela fonctionne également dans l'autre sens. La communication radio n'existe sur Terre que depuis 1895. Notre signal radio n'atteindra donc pas la planète X avant 2095. C'est seulement à ce moment que les extraterrestres entendront notre voix. Mais ce bruit ne dure pas longtemps. Chaque année, notre technologie s'améliore et le bruit que nous faisons diminue. Nous utilisons la communication mobile, la télévision par câble et la fibre optique. Cela réduit le bruit émis par notre planète dans le spectre radio et nous deviendrons même bientôt invisibles pour les autres planètes. Et c'est pareil de l'autre côté. Les ondes radio ne sont donc qu'un petit bip à l'échelle cosmique. C'est pourquoi nous ne pouvons pas affirmer que le silence radio soit une preuve que la vie extraterrestre n'existe pas. Un télescope géant, qui pourrait prendre une photo en direct d'une planète possiblement habitée, changerait la donne. On zoomerait sur la photo et hop, on verrait des villes extraterrestres avec des immeubles et plein d'antennes. Mais nous ne pouvons pas encore voir si loin. Nous pouvons à peine prendre des photos de Mars et de ses satellites, et même leur qualité nous induit encore en erreur. Prenons par exemple Sidonia, qui ressemble à un visage humain sur Mars. On a pensé qu'une ancienne civilisation avait fait une sorte de sculpture. Des théories plus extravagantes parlaient même des restes d'un géant, et qu'il y avait même un corps entier sous le sable de Mars. Mais en fait, c'était juste une colline. Le vent a créé des creux à cet endroit, et avec l'ombre, nous les avons pris pour des yeux et une bouche humaine. Il y a aussi le monolithe sur le satellite de Mars, Phobos. On y a trouvé une roche lisse qui était presque aussi haute que la pyramide de Khéops. Cette découverte a donné lieu à de nombreuses théories sur la civilisation qui l'a construite. Mais il s'est avéré que ce n'était rien de plus qu'un rocher. Le nombre infini d'étoiles et de mondes qui les entourent garantit presque l'existence d'autres civilisations. Alors pourquoi ne viendraient-elles pas sur Terre ? Nous pensons que la vie dans l'univers se développe selon des scénarios similaires. L'émergence de formes de vie simples, suivie de l'évolution et de la naissance de civilisations technologiquement avancées. Mais comme sur Terre, des cataclysmes s'y produisent et provoquent des extinctions massives, comme les météorites. Il y a peut-être une civilisation prête à partir dans l'espace, mais qui fut détruite par une énorme météorite, comme celle qui a effacé les dinosaures de la surface de la Terre. La vie sur cette planète recommencerait donc un nouveau cycle à partir de zéro. En outre, plus la civilisation est avancée, plus le risque d'autodestruction est grand.
Les scientifiques pourraient mener des expériences sur des machines, comme le grand collisionneur de Hadron, et y créer accidentellement un trou noir. Celui-ci se mettrait à avaler tout ce qui l'entoure et grossirait. Rapidement, toutes les villes super développées de cette civilisation disparaîtraient, ainsi que toute la planète. Une autre possibilité pour une civilisation super avancée serait de voyager par les trous de verre. Ce sont comme des tunnels situés dans l'espace-temps. Les extraterrestres pourraient voyager à travers sans jamais revenir en arrière. Mais il est aussi possible que la vie sur Terre soit unique, car notre planète s'est formée grâce à plusieurs coïncidences incroyables. La première est l'emplacement de notre système solaire dans la galaxie. Dans la Voie lactée, il y a un feu d'artifice constant de supernovas. Le rayonnement de ces explosions détruit tout ce qui l'entoure sur de grandes distances. Notre système solaire se trouve juste dans la zone de l'orbite galactique où nous sommes à l'abri de ces explosions. Un autre facteur est la Lune. Selon une théorie, il y a environ 4,5 milliards d'années, une météorite de la taille de Mars s'est écrasée sur la Terre. Un impact plus direct aurait simplement pulvérisé la Terre. Et si cette météorite n'avait fait qu'effleurer la Terre, les débris se seraient simplement envolés. Mais cette collision s'est produite précisément de manière à ce qu'une partie de la météorite reste dans l'orbite de la Terre, formant la Lune. Cette dernière a stabilisé la rotation de notre planète et a réchauffé son noyau par gravité. Et c'est là que notre planète a développé un champ magnétique qui nous protège des vents solaires. D'autres scientifiques pensent que la vie extraterrestre pourrait être différente d'un point de vue biochimique. Le carbone et l'eau sont les éléments de base de notre corps, mais le carbone pourrait être remplacé par du silicium ou du phosphore et l'eau par de l'ammoniac ou du méthane. Ces atomes pourraient former des molécules différentes et s'assembler en un organisme vivant. Une vie basée sur de tels éléments ne ressemblerait à rien de ce qui existe sur Terre.